Après avoir subi de nombreux dégâts, un certain village décida de dépenser toutes ses économies pour engager les crocs du dragon flamboyant, un groupe d'aventuriers surpuissants, afin de vaincre Fenrir, un monstre de rang S qui venait d'apparaître. Ce dernier envoya immédiatement valser l'un des membres du groupe. Malgré les difficultés, Bandana, l'aventurière la plus rapide, Marlefis, la mage, et Golnova, le guerrier des flammes, réussirent à vaincre la redoutable créature. Ce qui est surprenant, cependant, c'est qu'un autre membre faisait partie du groupe, Kurt. Il était le plus faible de tous et se chargeait uniquement des tâches secondaires pendant que les autres sauvaient le monde. Bien sûr, c'est notre protagoniste. Malheureusement, le lendemain, après l'avoir un peu humilié, son propre groupe lui annonça qu'il était viré. Kurt ne comprenait pas pourquoi, alors Golnova lui répondit que c'était évident, quelqu'un d'aussi inutile, incapable de vaincre un simple Slim, n'avait pas sa place parmi eux. Les deux autres étaient d'accord et trouvaient Kurt encombrant. Malgré ses supplications, ils finirent par l'expulser sans ménagement. Quelques jours plus tard, sans autre option, notre protagoniste se rendit à une agence pour chercher du travail. La réceptionniste commença par lui poser quelques questions et lui fit passer un test d'aptitude. Après avoir noté son nom et son origine, elle voulut savoir ce qu'il faisait avant. Kurt expliqua qu'il s'occupait des tâches mineures pour les crocs du dragon flamboyant, ce qui étonna beaucoup la jeune femme, car ce groupe venait d'être promu au rang SS. Bien qu'embarrassée d'avoir été licenciée, elle lui fit comprendre que cette expérience pourrait l'aider à décrocher une nouvelle opportunité. Vint alors l'évaluation de ses aptitudes. Dans ce monde, elles sont des talents octroyés par les dieux, et l'examen pourrait révéler des capacités que Kurt ignorait posséder. Les aptitudes sont classées de G, le plus bas, à SSS, le plus élevé. Par exemple, quelqu'un avec un rang bas ne pourrait pas trancher des objets durs avec une épée, alors qu'un individu de haut rang le ferait aisément. Kurt y vit une nouvelle chance, du moins jusqu'à ce qu'il découvre que toutes ses aptitudes étaient classées rang G, sans exception. Même la réceptionniste fut choquée par l'absence totale de talent en combat. Elle pensa qu'il lui serait difficile de trouver du travail, mais lui demanda de ne pas se décourager, car il restait encore les tests d'alchimie et de forge. Malheureusement, la personne responsable de ces tests étant absente, il lui faudrait attendre au moins une semaine. Kurt précisa qu'il n'avait pas d'argent, alors la réceptionniste voulut l'aider en lui proposant un test physique, soulever un sac de sable. Le protagoniste s'exécuta, mais, à sa grande surprise, il sentit immédiatement sa magie se faire aspirer par l'objet, qui devint de plus en plus lourd. La réceptionniste le félicita, car sa force pouvait être utile dans le domaine de la construction, notamment pour réparer un mur dans une ville frontalière. Sans hésiter, Kurt accepta, et elle prépara les documents nécessaires. Il fut alors présenté au responsable du chantier, un homme sceptique à son sujet, mais qui, faute de main-d'œuvre, l'accueillit tout de même. Il lui expliqua qu'il devait simplement mélanger du ciment et réparer la muraille. Son salaire serait calculé en fonction de son rendement, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas se permettre d'être paresseux. Kurt se demanda s'il devait renforcer le ciment avec de la magie, mais comme son supérieur ne le lui avait pas précisé, il supposa que c'était une chose tellement basique qu'il n'avait pas jugé utile de le mentionner. Déterminé à prouver sa valeur, il se donna à fond. Lorsqu'il revint plus tard, le chef du chantier resta sans voix. Il ne comprenait pas ce que Kurt venait de faire, avec peu de matériel et en seulement 3 heures, il avait réparé un tiers de l'énorme mur ouest. Le blond demande à Kurt comment il est arrivé en hauteur alors qu'il n'y a même pas d'escalier. Kurt lui explique qu'il a préparé le ciment, l'a lancé pour qu'il adhère, puis l'a étalé avec ce bâton. Le type ne sait pas quoi en penser et lui demande combien de jours il aimerait travailler. Kurt avoue qu'une semaine serait incroyable. Le responsable trouve cela parfait, lui annonce qu'il peut partir pour aujourd'hui et s'excuse pour le paiement, expliquant que c'est tout ce qu'il peut lui donner pour l'instant, mais qu'il lui versera beaucoup plus tard. Le protagoniste est super content et se promet de faire encore plus d'efforts demain. Le lendemain, les habitants sont impressionnés par les progrès réalisés, car cela défie toute logique. Le blond annonce à Kurt qu'à partir de demain, il ne doit plus venir travailler. Kurt ne comprend pas pourquoi, étant donné qu'il a bien travaillé. Le type lui explique que la réparation des murs avait été planifiée pour aider à réduire la pauvreté dans la région, mais qu'à ce rythme, Kurt risque de priver tout le monde de travail. Notre héros ne comprend pas complètement, mais son supérieur lui dit qu'il travaille trop bien et trop vite, et qu'il ne comprend pas ce qu'un type de rang SS ou SSS fait ici à réparer des murs. Il lui remet son dernier salaire et lui conseille d'aller travailler dans la capitale. Kurt n'en revient pas. De retour à l'agence de travail, il remarque une fille en train de faire un scandale. Elle cherche des mineurs pour travailler, mais dans une montagne qui n'a pas encore montré de potentiel. Malgré tout, elle propose un paiement uniquement si quelque chose est trouvé, sans avance ni garantie. La réceptionniste lui conseille de chercher des investisseurs, mais la fille explique qu'elle a une semaine pour payer les impôts, sinon la montagne lui sera confisquée. Elle est donc pressée. Kurt se propose immédiatement comme travailleur, mais la fille refuse, car elle a besoin de quelqu'un de musclé. Ne trouvant personne d'autre, elle finit par accepter. Kirchel, la réceptionniste,
pense que Kurt est quelqu'un de bien et qu'il aurait de meilleures opportunités ailleurs. Puis, elle commence à fantasmer sur la beauté du jeune garçon. Mais elle sort vite de ses pensées en voyant un dépôt sur le compte de Kurt pour la réparation des murs, 200 pièces d'or. Elle en reste bouche bée et finit même par tomber à cause de 2 sacs de sable. Sa collègue lui explique que ce ne sont pas de simples sacs de sable, mais qu'ils sont conçus pour mesurer la quantité de magie d'une personne. Plus on a de magie, plus ils deviennent lourds, alors que pour une personne normale, ils ne pèsent rien. En fait, cette méthode est rarement utilisée, car elle ne se déclenche qu'à des niveaux de sorciers royaux. On doit les renvoyer, et elle demande à Kirschell de les mettre dehors. Kirschell accepte et en les soulevant, elle constate qu'ils ne sont pas si lourds, ce qui signifie que Kurt cache quelque chose d'encore plus spécial qu'elle ne l'imaginait. Pendant ce temps, Kurt et sa nouvelle employeuse arrivent enfin au campement de la montagne. Il est surpris de ne voir qu'une seule tente. La fille, qui s'appelle Yulichia, lui dit que c'est largement suffisant pour 2. Kurt explique qu'il ne pourrait pas dormir au même endroit qu'une fille aussi jolie qu'elle, ce qui la fait rougir. Pour éviter le sujet, elle lui donne à manger, ce qui rend Kurt heureux, car il n'avait pas mangé un plat préparé par quelqu'un d'autre depuis longtemps. Pendant la nuit, il n'arrive pas à dormir et se retourne pour voir si Yulichia dort. Mais ce qu'il voit le met tellement mal à l'aise qu'il décide de sortir, car après tout, il reste un homme. En réalité, elle le testait, et elle est ravie de voir qu'il est un garçon bien et surtout gentil. Le matin suivant, elle découvre que Kurt a dormi dehors toute la nuit et a même cousu un peu ses vêtements, ce qui l'impressionne. Après un échange de bonjour, elle lui demande de se préparer, car ils vont commencer l'excavation. Kurt lui demande si elle a une stratégie pour savoir où creuser, mais elle répond que non et qu'ils commenceront au hasard. Kurt lui dit qu'ils ne peuvent pas creuser à l'aveuglette et qu'ils cherchent quelque chose en particulier. Il lui demande de le suivre. Après un moment, il trouve une pierre contenant de magnifiques cristaux, qui pourrait leur rapporter jusqu'à 3 pièces d'or. Yulichia n'en revient pas, en un rien de temps, il a trouvé une partie de ce dont elle avait besoin. Après quelques heures, Kurt a extrait tous les cristaux des roches, et Yulichia est impatiente de les vendre. Mais Kurt lui demande d'attendre. Elle accepte, pensant que c'est parce qu'il a fait tout le travail. Mais en réalité, ce n'est pas la raison. Kurt explique que les cristaux sont trop petits pour être vendus à bon prix, alors il décide de les transformer en cristaux magiques. Yulichia est stupéfaite, moins de 10 mages dans tout le royaume sont capables de le faire. Pourtant, en quelques secondes à peine, Kurt y parvient. Elle n'en croit pas ses yeux, car même pour créer le plus petit cristal magique, il faut normalement au moins 1 heure. Kurt, quant à lui, doute de ses affirmations. Après tout, il ne possède pas tant de magie que cela. Mais Yulichia commence à comprendre qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Après l'extraction des cristaux, ils conviennent de se retrouver le lendemain. Yulichia part vendre les cristaux, tandis que Kurt s'occupe d'autre chose. Un peu plus tard, un garde interroge Yulichia sur l'origine des cristaux et exige un certificat de fabrication. Elle résout le problème en présentant un symbole attestant de son affiliation aux aventuriers sous la protection de la couronne, ce qui lui accorde un permis spécial. Elle profite alors de cette occasion pour se téléporter directement à la capitale. Elle se rend chez Mimiko, une vieille connaissance, pour lui vendre les cristaux. Mimiko remarque une faible lueur en eux et décide de les examiner de plus près. Yulichia s'attendait à ce qu'ils aient peu de valeur, peut-être 4 pièces d'argent au maximum. Pourtant, après inspection, Mimiko lui annonce qu'elle est prête à acheter un cristal pour 10 pièces d'or. Surprise, Yulichia demande une explication. Mimiko lui révèle que ces cristaux contiennent 10 fois plus de magie que la normale et que leur faible éclat est en réalité une protection empêchant la magie de s'échapper. Yulichia l'informe qu'elle en possède encore 49. Pour Mimiko, ce n'est pas un problème, elle sort immédiatement une bourse contenant 500 pièces d'or. Cependant, Mimiko pose 2 conditions, Yulichia ne doit vendre ses cristaux dans aucune autre boutique, car elles seules sont capables d'évaluer leur véritable valeur. Elle veut absolument savoir qui les a fabriqués. Yulichia refuse de répondre sans l'autorisation de Kurt. Mimiko insiste en invoquant son statut de sorcière de la cour royale, un rang équivalent à celui d'une comtesse honorifique. Mais Yulichia n'en a que faire et refuse catégoriquement. Finalement, Mimiko tente une autre approche. Elle lui demande, en tant qu'amie, de protéger Kurt et de veiller à ce qu'aucun autre royaume ne puisse s'emparer de lui. Elle lui révèle aussi que la cour royale et ses collègues envisagent sérieusement de lui offrir le poste de directeur de l'Institut royal de magie. De plus, le roi pourrait même lui accorder le titre de comte honorifique. Sous le choc, Yulichia finit par accepter. Plus tard, elle se rend à l'agence de travail, où Kirschell et sa collègue meurent d'envie de savoir qui est Kurt. Grâce à son affiliation, Yulichia obtient toutes les informations sur lui. Elle apprend qu'il faisait partie d'un groupe de rang SS et qu'il a travaillé sur la réparation des murailles de la ville. Avant de partir, elle demande à Kirschell de déposer toutes les pièces d'or sur le compte de Kurt et lui interdit strictement de divulguer la moindre information sur lui, peu importe qui la demande. De retour au campement, Yulichia découvre avec stupeur que Kurt a construit une maison entière pendant son absence. Choquée, elle lui demande s'il trouve normal de bâtir une maison en une seule nuit. Avec un air détendu, Kurt répond que, dans son village, c'est tout à fait standard.
Yulichia ne sait plus quoi penser. D'un autre côté, étrangement, l'ancien groupe de Kurt traverse une mauvaise passe. Le chef de ce groupe ne peut plus utiliser ses flammes, et la soigneuse a perdu son pouvoir magique d'antan, ce qui l'empêche de guérir les blessures. Fait encore plus curieux, dans cette situation désespérée, Bandana sourit, persuadé que ce groupe est désormais fini. Pendant ce temps, notre petit gars, installé dans sa cabane, est surpris d'apprendre qu'on souhaite le nommer directeur de l'Institut de recherche magique. Yulichia lui explique que la personne ayant évalué les pierres magiques travaille volontairement comme magicienne de cour, et même si cela semble incroyable, elle lui demande ce qu'il pense de cette proposition. Kurt répond que, même si c'est une offre très attrayante, il préfère la refuser. Il estime qu'une personne comme lui ne devrait pas occuper un poste de direction. Ce qui importe le plus à ses yeux, c'est de rester ici pour travailler avec elle. Il suppose que la vente des pierres n'a pas suffi à couvrir les impôts. Yulichia est ému par ces paroles, mais lui précise qu'ils ont reçu une bonne somme pour ces pierres. Toutefois, comme ce n'est pas elle qui les a créées, elle a choisi de ne garder qu'une seule pièce d'or comme commission, et a déposé le reste sur le compte de Kurt. Elle ajoute que si elle avait gardé tout cet argent, elle n'aurait pas pu vivre avec la culpabilité. Kurt lui raconte alors qu'il a découvert la veille un filon très prometteur, et qu'il va chercher de bons minerais. Yulichia s'inquiète, car il semble ne pas avoir dormi. Il lui assure pourtant qu'il a dormi 6 heures, ce qui l'amène à faire des calculs, 6 heures de sommeil, 5 heures à couper du bois, 3 heures à le préparer. Elle n'arrive pas à comprendre comment il a pu dormir autant et construire sa cabane. De son côté, Kurt pense qu'il a peut-être trop dormi. Quand il faisait partie de la Dent du Dragon, il ne dormait que 4 heures, car on disait que le coursier devait se lever le premier et se coucher le dernier. Il promet alors à Yulichia de rattraper les heures perdues à dormir, même si elle ne comprend pas ce qu'il veut dire. Un peu plus tard, arrivant à l'endroit qu'il avait repéré, il lui indique que selon la configuration du terrain, il devrait y avoir un gisement de minerai ici. Il lui recommande cependant de ne pas creuser à plus de 50 mètres. Surprise, Yulichia le regarde partir vers un autre site pour creuser ailleurs. Quelque temps plus tard, Yulichia, tout excitée, tombe sur ce qui semble être un topaz. Elle se dit que si elle le demandait à Kurt, il pourrait peut-être le transformer en pierre magique, ce qui lui permettrait d'avoir largement de quoi vivre. Mais après réflexion, elle se dit qu'elle ne devrait pas profiter de lui. En partant le chercher, elle se demande ce qu'il est en train de faire. Le connaissant, il a sûrement déjà fabriqué une mine. Et effectivement, elle découvre une mine. En y entrant, elle tombe sur Kurt, qui venait justement à sa rencontre pour lui dire que, malheureusement, il n'a trouvé que des pierres sans valeur et très peu de celles qu'il recherchait. En voyant les roches qu'il jette, Yulichia lui demande si ce sont celles qui ne servent à rien. En les observant, elle lui dit qu'elles sont pourtant très jolies. Kurt lui répond qu'en effet, elles le sont, mais qu'elles sont si communes qu'elles ne valent rien, ce ne sont que des pierres de mithril. Le mot mithril résonne dans l'esprit de Yulichia. Kurt lui explique que dans son village, il y en avait tellement qu'on les jetait à la poubelle. Elle reste bouche bée, car le mithril vaut bien plus que l'or ou le platine. Yulichia n'arrive pas à croire que Kurt ait trouvé une mine contenant ce matériau, un minerai extrêmement rare dans le monde entier. Elle lui demande alors quel minerai il cherchait, et Kurt lui répond qu'il était à la recherche de l'oricalque. Cela la choque profondément, car l'oricalque est un minerai légendaire, considéré comme le métal des dieux. Elle se demande comment un tel matériau peut exister ici, mais Kurt lui explique que ce minerai se trouve un peu partout, à condition de creuser à 7 km de profondeur. Il le dit avec un calme déconcertant. C'est alors qu'elle remarque que Kurt creusait un tunnel traversant toute la montagne, ce qui est plutôt pratique. Plus tard, après avoir fini l'extraction, il retourne en ville, à Samaela. On apprend alors que le tunnel construit par Kurt fait désormais office de raccourci vers la cité du seigneur local. En bonne commerçante, Yulichia négocie avec la guilde de Samaela pour qu'il verse une commission en échange de l'entretien du tunnel. Grâce à cela, elle pourra payer ses impôts. Alors que Kurt se promène en ville, il croise Bandana. Celle-ci la salue et lui raconte qu'elle ne fait plus partie de Croc du Dragon Flamboyant, parce que certaines choses se sont passées. On voit ensuite Golnova faire un scandale dans un restaurant de luxe parce que la nourriture ne lui plaisait pas, il part même sans payer. Dans une ruelle, Bandana lui demande comment était la viande. En colère, il lui demande ce qu'est devenue la viande fumée que Kurt avait préparée. Elle lui rappelle qu'il l'a toute mangée, ce qui le rend furieux. Il la menace avec son épée et lui ordonne de ramener Kurt pour qu'il cuisine pour eux. Et s'il résiste, il l'autorise à le blesser un peu. Elle accepte, mais lui vole rapidement un cristal de téléportation et s'échappe de la ruelle. Il commente alors que, vu le tempérament de Golnova, il était évident qu'un jour, il finirait par être arrêté. Quant à leur autre coéquipière, elle a été sauvée par un appel de l'église. Bandana choisit de ne pas tout lui dire et lui annonce simplement qu'elle a été exclue du groupe, elle ne veut pas impliquer la cible qu'elle doit surveiller. Kurt pense qu'il est désormais impossible pour lui de retourner dans ce groupe. Il confesse qu'il doit beaucoup à Golnova, qu'il l'a toujours admiré. Quelle naïveté! L'ignorance est parfois une vertu. En voyant que Kurt se dirige vers Hello Work à la recherche d'un emploi,
Bandana lui propose un poste dans l'atelier d'une amie. Elle lui explique qu'il n'y a que 15 maîtres d'atelier officiellement licenciés dans le pays, et que s'il travaille avec son ami, ce serait d'une grande aide. Kurt accepte, et Bandana lui remet une carte. Lorsqu'il s'éloigne, elle commente, avec un brin de malice, qu'être l'élève du grand sage ne sera pas de tout repos. On nous explique ensuite que les maîtres d'atelier sont des artisans capables de tout fabriquer avec une qualité exceptionnelle. Ils ont le droit d'inventer et de vendre leurs propres créations, et jouissent du même statut que les vicomtes. En arrivant à l'atelier et en frappant à la porte, Kurt est accueilli par une petite elfe qui lui annonce qu'elle est l'assistante du maître d'atelier, et se présente comme Michel Lalakota. Kurt lui dit qu'il vient les aider sur recommandation de Bandana, et la petite elfe l'emmène avec enthousiasme, car elles ont bien besoin d'aide. Mais en entrant dans la maison, Kurt est frappé par une puanteur insupportable. On découvre alors que sa tâche est le ménage. Michel étant très occupée, cela fait déjà 3 semaines qu'elle n'a pas eu le temps de nettoyer. Après cela, Michel part aider sa maîtresse pendant que Kurt enfile son tablier et se prépare à nettoyer. En seulement une demi-heure, il parvient à remettre de l'ordre dans tout ce désastre. Pourtant, ce fichu perfectionniste pense qu'il a mis trop de temps. Il se demande alors ce qu'il pourrait faire ensuite. Clairement, ce type est la définition vivante du mot bosseur. En fouinant un peu dans la maison, il entre dans une pièce où il tombe sur une jeune femme blonde en sous-vêtements. Celle-ci lui demande qui il est, et Kurt, tout gêné, se présente. Il remarque alors une étrange marque sur son abdomen. Inquiet, il lui demande ce que c'est, et elle confirme ce qu'il pense, c'est une malédiction. Kurt lui demande s'il peut la toucher, et elle accepte. En posant la main, Kurt comprend que la malédiction est tellement avancée qu'elle ne ressent même plus la douleur, ce qui signifie sûrement que ses organes sont déjà affectés. À ce moment-là, l'estomac de la jeune femme gargouille, et Kurt lui dit qu'il va lui préparer quelque chose de léger à manger. Pendant ce temps, Yulichia est en réunion avec Mimiko, qui lui annonce qu'elle va lui verser 80 000 pièces d'or pour les minerais qu'elle lui a apportés. Yulichia est choquée par un montant aussi énorme. Les deux femmes se rendent alors compte que si l'existence de ce garçon venait à être rendue publique, ce serait un énorme problème. Au mieux, on chercherait à le kidnapper, au pire, à le tuer. C'est fou qu'un garçon aussi exceptionnel soit passé totalement inaperçu. Yulichia lui confie qu'il faisait partie du groupe de crocs du dragon auparavant. Mimiko lui apprend alors qu'un ordre d'arrestation a été émis contre le chef de ce groupe. Elle lui demande ce qu'elle compte faire de lui. Yulichia révèle qu'elle pensait soit en faire un maître d'atelier, ou soit, elle sera son garde du corps pour le protéger. Le souci, c'est de réussir à le convaincre, car ce garçon possède un pouvoir immense, mais il n'en a même pas conscience, et en plus, il se sous-estime. De son côté, Kurt croise Ophélia, le maître d'atelier, et s'excuse d'avoir utilisé la cuisine sans permission. Elle lui répond que ce n'est pas grave, et Kurt explique qu'il a cuisiné parce que la jeune fille dans la chambre du fond avait faim. Ophélia lui demande s'il l'a vu. Si c'est le cas, il ne doit en parler à personne, et elle lui demande de lui en faire la promesse. Kurt accepte. Après cela, Ophélia lui remet son paiement et lui dit que c'est tout pour aujourd'hui. Kurt repart heureux d'avoir gagné une belle somme. Ophélia, quant à elle, se sent coupable d'avoir été aussi négligente en laissant un inconnu voir la fille. Elle retrouve ensuite la jeune fille blonde et lui apporte le repas préparé par Kurt. Elle lui demande de fermer les rideaux pour ne pas qu'on la voie, ce serait une catastrophe si cela arrivait. La jeune fille s'excuse auprès de sa maîtresse. Pendant qu'elle ajuste ses vêtements, son estomac gargouille à nouveau. Elle confie qu'elle a eu très faim à cause de l'odeur délicieuse de la nourriture. Ophélia sourit et lui dit qu'elle va vérifier s'il y a du poison. Mais la blonde l'arrête en disant que ce n'est pas nécessaire. Après tout, c'est lui qui l'a préparé, et son instinct lui dit que c'est quelqu'un de très bien. De toute façon, la malédiction l'a déjà mise dans un état lamentable. C'est pourquoi, au fond, cela lui est égal si quelqu'un l'empoisonne. Elle demande simplement qu'on la laisse manger ce plat, car elle n'a jamais su qui lui avait lancé la malédiction. Elle a donc passé toute sa vie à se méfier des autres. Alors, pour une fois, juste pour aujourd'hui, elle veut vivre en faisant confiance. Ophélia finit par accepter. Et lorsque la jeune fille goûte la nourriture, elle est immédiatement séduite par son goût délicieux. Mais soudainement, elle ressent quelque chose d'étrange dans son corps et s'effondre au sol. Ophélia panique, persuadée que ce fichu garçon a empoisonné sa chère Lise, mais à ce moment-là, la blonde se relève et rassure sa maîtresse, elle va bien. En fait, elle est même complètement guérie. Ophélia n'en revient pas, la malédiction a disparu aussi vite? Incroyable. Pendant ce temps, on voit la personne qui avait jeté la malédiction. Elle s'excuse, en suppliant qu'on lui pardonne, jamais elle n'aurait cru que sa malédiction puisse être brisée. Mais une autre personne, mystérieuse, lui fait savoir que ce n'est plus le moment de se lamenter, d'autres mesures ont déjà été prises. Un peu plus tard, Ophélia retrouve Mimiko. Elle s'excuse d'arriver aussi tard, mais elle a quelque chose d'important à leur montrer. Lorsqu'elle leur présente Liselotte, les jeunes femmes s'inclinent aussitôt devant elle, stupéfaites de voir la troisième princesse ici, alors que selon les rumeurs, elle était censée recevoir un traitement médical quelque part. Ophélia leur révèle la vérité, ce n'était pas une maladie, mais une puissante malédiction.
quelqu'un voulait la voir morte. Et pour cause, Liselotte est la seule fille du roi et de la princesse Françoise, celle qui avait quitté l'empire Gurumaku pour l'épouser. Son existence représente la paix entre les deux nations. Autrement dit, ceux qui veulent sa mort cherchent à détruire cette paix fragile. Mimiko bondit pour la serrer dans ses bras, soulagée de la voir saine et sauve. Elle lui promet qu'elles feront tout pour retrouver celui qui lui a jeté la malédiction. Mais elle reste tout de même surprise, si cette malédiction était si puissante, comment a-t-elle pu être brisée? La princesse, rayonnante, lui répond que c'est grâce à un jeune homme nommé Kurt. Ce nom laisse tout le monde sans voix. Même si cela ne peut pas être ignoré, Yulichia n'arrive toujours pas à croire que le simple porridge de Kurt ait suffi à briser la puissante malédiction de la princesse Liselotte. Le fait que Kurt se soit retrouvé impliqué dans toute cette histoire en moins d'1 jour depuis leur séparation choque encore plus Yulichia. Pendant ce temps, Mimiko a identifié plusieurs suspects qu'elle pense être à l'origine du complot visant à assassiner la princesse Liselotte. Puisque l'attaque a pris la forme d'une malédiction, Mimiko en a déduit que le coupable doit être capable d'altérer les sorts anti-malédiction placés partout dans le palais royal. Selon ces informations internes, 3 personnes seulement seraient capables d'un tel exploit. Le premier suspect est Sanovarist Katz, le premier général des forces expéditionnaires royales. Le deuxième est Tristan Menoff, l'évêque de l'église de Polan. Enfin, la troisième est Isadora Arkmama, la troisième reine du royaume. Ophélia donne son avis sur Tristan en suggérant que s'il est le coupable, il aurait pu utiliser ses fidèles dévoués pour manipuler les sorts dans la chambre de Liselotte. De son côté, Liselotte soupçonne sa belle-mère, la troisième reine, affirmant qu'elle a la liberté de circuler dans le palais à tout moment et aurait pu s'y introduire sans se faire remarquer. Cependant, ni l'une ni l'autre ne suspecte le général Sanova, car il ne possède aucun pouvoir magique. Mais Yulichia n'est pas d'accord, elle souligne que Sanova a des liens profonds avec la guilde des voleurs, un groupe connu pour recueillir des informations internes. Il aurait pu utiliser leur aide pour manipuler les sorts de protection. Comme il est impossible d'identifier clairement le coupable, Ophélia propose de tendre un piège, créer un faux atelier d'alchimiste dirigé par un faux maître alchimiste. Il se trouve justement que Liselotte vient d'avoir 15 ans, ce qui fait d'elle une adulte dans ce monde. Selon la tradition, elle doit désormais quitter le palais pour 1 an d'entraînement. Ophélia prévoit donc de l'envoyer dans cet atelier factice, en rendant cette information publique. Ainsi, le coupable essaiera sûrement de l'attaquer à nouveau. Mais avant de pouvoir agir, il devra d'abord chercher des informations sur le maître de l'atelier. Pour éviter cela, ils ont besoin de quelqu'un qui, en gros, n'existe pas. Quelqu'un dont personne ne sait rien. De cette manière, le coupable sera forcé de creuser encore et encore pour obtenir des infos sur ce maître, et finira par laisser des traces derrière lui, des indices qu'Ophélia et les autres pourront exploiter pour l'identifier. Le seul problème maintenant est de savoir qui incarnera ce faux maître alchimiste. Yulichia a déjà la personne parfaite en tête. Elle montre à Ophélia un cristal magique de qualité supérieure fabriqué par Kurt, ce qui fait immédiatement réaliser à tout le monde que non seulement il est parfait pour le rôle, mais qu'il est même un peu trop qualifié. Le lendemain, Kurt se rend à l'atelier d'Ophélia, mais il le trouve fermé. Michel arrive peu après et lui dit que sa maîtresse, Ophélia, est partie hier avec la princesse. Elle conseille à Kurt de revenir le lendemain. Kurt, en bon loser manquant de confiance en lui, part du principe qu'il a dû faire quelque chose qui a poussé Ophélia à fermer boutique. Et même s'il n'a pas tout à fait tort, la vraie raison est loin de ce qu'il imagine. N'ayant rien d'autre à faire, Kurt va au restaurant, où il entend un groupe d'aventuriers parler d'un dilemme. Ils ont accepté une mission qui nécessite un porteur, qu'ils n'ont pas, et ne peuvent pas annuler la mission car ils n'ont pas les moyens de payer les frais d'annulation. Désespéré de trouver un travail, Kurt s'approche du groupe et propose d'être leur porteur, en les prévenant d'avance qu'il est nul en combat. Sina, la fille du groupe, le regarde et rejette immédiatement sa candidature, disant qu'il n'a pas le physique pour être porteur. Mais son grand frère, Kans, un gars ultra équipé, décide de donner une chance à Kurt et lui explique la mission. Il prévoit de chasser des golems de fer, des monstres qui pèsent plus de 200 kilos. Ils ont donc besoin de quelqu'un de vraiment costaud pour transporter ces charges. Kurt affirme qu'il peut gérer ce poids sans problème, et pour le prouver, il soulève tranquillement Danzo, le samouraï, et Kans, le tank, comme s'ils étaient des sacs de farine. Sérieusement. Et ce mec prétend être nul en combat? Il pourrait littéralement soulever des monstres et les balancer dans le ciel. Bref, sa démonstration lui vaut les applaudissements du restaurant, et il décroche le poste de porteur. Peu de temps après, le groupe se met en route. En chemin, Kurt est officiellement présenté à tout le monde. Leurs interactions bienveillantes et chaleureuses le prennent de court, mais dans le bon sens. Il n'a jamais été traité avec autant de gentillesse auparavant, et cela le motive à donner le meilleur de lui-même. Ils finissent par atteindre la zone où résident les golems de fer. Mais avant que les choses sérieuses ne commencent, Kurt marche sur une gelée. Sa réaction? Il hurle comme un bébé devant son premier film d'horreur. Sina lui dit d'arrêter d'exagérer et de simplement poignarder le noyau de la gelée, mais, difficile de décrire à quel point Kurt est maladroit, il finit par se poignarder lui-même avec le couteau.
Cela fait comprendre à Sina que ce type n'est pas juste nul au combat, il est catastrophique. Elle termine le monstre à sa place, mais, à la surprise générale, elle ne se met pas en colère. Ni Danzo, ni Kans non plus. Au lieu de ça, ils deviennent simplement plus vigilants, prêts à le protéger en cas de danger. Kurt n'en revient pas de ne pas s'être fait engueuler ou frapper pour son échec, et il commence peu à peu à se dire que, peut-être, son ancien groupe était simplement composé de sales types. Quoi qu'il en soit, il s'enfonce dans la tanière des golems. Sina disperse de la mousse lumineuse pour éclairer les lieux. Kurt remarque des crottes de gobelins à proximité, preuve que la grotte n'est pas habitée uniquement par des golems, des gobelins rôdent aussi. Kans rassure Kurt en lui disant qu'ils peuvent gérer quelques gobelins sans souci. Il continue d'avancer dans la grotte, qui commence à ressembler de plus en plus à un véritable donjon. Kurt remarque alors quelque chose d'étrange sur les murs, mais avant qu'il ne puisse examiner, un gobelin surgit. Danzo le découpe immédiatement avec la précision d'un samouraï, mais le bruit attire toute une horde de gobelins vers eux. Sina comprend qu'ils n'ont aucune chance dans un affrontement direct. Leur meilleure option est la fuite. Mais alors qu'il panique, Kurt, qui inspectait les murs, découvre un passage secret. Il avertit rapidement le groupe, et lui et Sina s'y engouffrent. Une fois à l'intérieur, Sina referme la porte, laissant Kans et Danzo de l'autre côté. Les deux ont fait le choix de rester en arrière pour retenir les gobelins et permettre à Kurt et Sina de s'échapper. Sina cherche désespérément une autre sortie, mais entend alors les voix de Danzo et Kans leur dire qu'il y a bien trop de gobelins, qu'il n'y a aucun moyen de s'enfuir. Kans crie qu'ils doivent partir, qu'il n'y a plus d'issue. Kurt, bien qu'il sache qu'il est faible physiquement, ne se considère pas comme un lâche. Il hurle qu'il devrait le laisser les aider à se battre. Mais Sina le regarde comme s'il délirait, lui rappelant qu'il n'a même pas pu vaincre une simple gelée, à quoi pourrait-il bien servir maintenant, sinon à leur faire perdre le combat? Il se sent abattu. Lui, qui a déjà si peu d'estime de lui-même, se sent encore plus bas. Et Sina n'a pas tort, ils ont littéralement dû l'aider à tuer une gelée il y a quelques minutes à peine. Il entend alors Danzo et Kans dire que même s'ils doivent mourir, au moins ils mourront en protégeant les autres. Cela le touche profondément, quelqu'un le considère comme un ami, au point de risquer sa vie pour lui. Il se demande pourquoi il le voit comme un ami, mais cela le rend heureux. Pendant que Sina continue de chercher une issue dans le mur, elle utilise sa magie, révélant soudainement 3 golems dragons de fer. Elle tombe directement sur les fesses. Est-ce donc ici que leur aventure va se terminer? Alors qu'ils frôlent la mort, ailleurs, Liselotte et Yulichia sont à leur recherche. Liselotte, de son côté, est impatiente de revoir l'homme qui lui a rendu la vie. En arrivant à la guilde, elles sont choquées d'apprendre qu'il a suivi l'équipe de sécurité pour un combat. Yulichia connaît bien cette montagne en particulier, elle sait qu'elle est remplie de gobelins et que les chances de survie y sont minces, voire nulles. Elle dit à Liselotte de rester en arrière et de la laisser partir seule pour le retrouver. Mais Liselotte refuse. Pourquoi est-ce qu'elle renoncerait à l'occasion de sauver celui qui l'a sauvée? Elle se précipite donc avec Yulichia vers la montagne, faisant de son mieux pour suivre les traces de pas afin de repérer où il est exactement. Une fois les traces sur les rochers épuisées, elle utilise son odorat pour détecter son parfum dans la montagne. Cela laisse Yulichia avec une seule pensée, pour que Liselotte reconnaisse son odeur, cela veut dire qu'ils ont été très proches. Et franchement, ce n'est pas faux, après tout, il l'a vu nu. Pendant que les deux jeunes femmes le cherchent, Sina, toujours au sol, prononce ces derniers mots, du genre de ceux qu'on dit quand on sait que la mort est inévitable. Elle s'excuse auprès de Kurt de l'avoir entraînée dans cette aventure, mais Kurt se demande pourquoi elle est si émotive. Il lui dit que ce n'est rien de bien grave, qu'ils n'ont qu'à simplement se frayer un chemin et partir. Sans même répondre à sa question, il passe directement à l'action. Utilisant ses compétences, il découpe tous les golems comme s'il passait son couteau dans un gâteau. Kurt finit par tous les éliminer. Quand Sina, toujours assise par terre, exprime sa stupéfaction, il balaie ça d'un revers de main en disant que ce n'est pas un exploit si impressionnant. Il explique qu'il est juste habitué à les tuer, car il les mine. Non seulement ce garçon est un peu idiot, mais il semble aussi souffrir d'un sérieux manque d'estime de soi. Cependant, même s'il est ignorant de sa propre valeur, il est très attentif aux autres. En plein choc, Yulichia donne un coup dans le mur et entre. Elle espérait sûrement arriver en sauveuse, mais comment sauver quelqu'un qui vient littéralement de se sauver lui-même? Elle reste sans voix alors que Sina lui raconte tout ce qui vient de se passer. Kurt sort alors du tas de golems morts, tenant Yulichia fermement dans ses bras, la suppliant de sauver Danzo et Kans. Il affirme que s'ils sont dans ce pétrin, c'est uniquement parce qu'il est inutile. Yulichia se souvient alors d'un mythe à propos d'un aventurier de rang S légendaire. Elle se demande si ce n'est pas justement lui, l'aventurier qu'ils attendaient tous depuis le début. Liselotte arrive à son tour, et son visage s'illumine dès qu'elle le voit. Il le rassure, Danzo et Kans vont bien, il n'a pas à s'inquiéter. L'équipe entière se retrouve, et Danzo et Kans remercient Yulichia d'être venus les sauver. C'est alors que Yulichia révèle sa véritable intention, elle veut ouvrir un nouvel atelier, et elle souhaite que Kurt y travaille avec elle. Elle sait que Kurt aura du mal à croire en ses capacités et qu'il voudra probablement refuser l'offre. Alors, elle ajoute vite qu'il a été recommandé par Elia.
Kurt est très heureux d'être accepté, mais il ne veut pas quitter la nouvelle équipe qu'il vient de rejoindre. Alors, elle ajoute vite qu'il a été recommandé par Ophelia. Kans lui demande pourquoi il voudrait abandonner une telle opportunité pour rester avec eux. Voyant à quel point il s'est attaché au groupe, Yulichia propose aussi aux autres de rejoindre l'atelier. Avant de partir, elle dit à Kurt qu'il n'a jamais vraiment mesuré ses capacités, et puisqu'il va rejoindre l'atelier, il va falloir faire un test. Alors que l'équipe Sakura part célébrer sa nouvelle nomination, Kurt se rend auprès de Mimiko pour passer son évaluation. Mimiko est ravie d'être celle qui le testera, et elle le lui fait savoir avec enthousiasme. Une fois le test terminé, Yulichia vient demander les résultats. Et oui, c'est exactement ce que tout le monde soupçonnait. Alors que les résultats classiques le placent en rang B pour la cuisine, le ménage et l'extraction minière, et en rang C pour les autres compétences, le classement Hello Work, qui révèle les véritables aventuriers de rang S, affiche son rang réel, il est SSS dans toutes les compétences et pouvoirs. En fait, même en magie, il dépasse Mimiko. Mimiko avoue que si quelqu'un d'autre apprenait ce niveau de compétence, Kurt serait en danger, il pourrait même se faire tuer. Il vaut mieux garder ça secret. Mais bon, ils n'ont pas trop à s'inquiéter, même le principal intéressé n'est pas conscient de sa propre puissance. Malgré cela, Kirchel surprend la conversation, entend les résultats, puis se bouche rapidement les oreilles, il ne faut surtout pas qu'on découvre qu'elle est au courant d'informations aussi dangereuses. Le lendemain, le groupe se rend immédiatement dans la ville où l'atelier doit être installé. Mais Yulichia n'a jamais précisé qui serait le nouveau maître d'atelier, ce qui rend Kurt très enthousiaste à l'idée de rencontrer cette personne. Yulichia ne peut pas non plus lui dire la vérité, alors elle commence à inventer des excuses sur le moment. Sina, de son côté, a déjà compris que Yulichia n'avait pas engagé leur groupe par pure gentillesse, et elle a commencé à agir étrangement dès que Kurt a posé des questions sur le maître d'atelier. Alors, elle devient de plus en plus méfiante. Alors qu'ils approchent de la ville, Kurt se rend compte qu'il s'agit de celle dont il avait réparé le mur. Il croit encore que le margrave l'a renvoyé parce qu'il était un mauvais travailleur, donc il est un peu nerveux d'y retourner. Yulichia finit par conduire tout le monde jusqu'à l'endroit où l'atelier doit être installé. Mais parler d'atelier n'a aucun sens, car il ne s'agit que d'un terrain vague. Kurt lui fait remarquer qu'ils ne peuvent rien faire avec un terrain vide. Yulichia le sait bien, et elle leur dit qu'ils vont juste attendre à l'auberge, le temps que Kurt termine la construction de l'atelier. Elle demande à Kurt s'il peut le construire d'ici la fin de la journée. Mais même pour lui, construire un atelier entier en une journée, c'est irréaliste. En 3 jours, par contre, ce serait probablement faisable. Yulichia lui dit alors qu'il peut prendre tout le temps qu'il lui faut, elle ne veut pas le presser. Et si jamais il a besoin de matériaux supplémentaires, qu'il n'hésite pas à lui demander. Kurt est ravi d'entendre ça, car il a déjà une liste d'objets en tête. Il l'écrit et la donne à Yulichia. Sur la liste, on trouve des choses comme de l'améthyste ou des plumes de griffon. Sina se demande pourquoi il aurait besoin de tout ça pour construire un simple atelier. Mais Yulichia sait qu'il ne faut pas le questionner, alors elle lui dit qu'elle fera de son mieux pour rassembler les matériaux. Cela prendra du temps, donc Kurt devra attendre 2 jours, ce qui ne le dérange pas du tout. Sina, elle, n'arrive toujours pas à se débarrasser de ce sentiment que quelque chose cloche, et Yulichia commence à percevoir sa suspicion, mais elle continue à faire semblant que tout va bien. Yulichia dit alors à tout le monde de se rendre immédiatement à l'auberge pour que Kurt puisse travailler tranquillement. Mais avant qu'il ne parte, elle lui rappelle qu'il doit bien se reposer et manger correctement. Elle lui fait promettre de revenir à l'auberge avant la tombée de la nuit. Pendant ce temps, une fois que les autres sont arrivés à l'auberge, Yulichia les réunit car elle a quelque chose d'important à leur dire. Jusqu'ici, Kans et Danzo pensaient que Kurt était juste une personne ordinaire. Mais Yulichia ne peut pas garder la vérité secrète éternellement, surtout que Sina a déjà été témoin de certaines des choses incroyables qu'il est capable de faire. Sina demande alors à Yulichia de leur expliquer qui est vraiment Kurt. Mais avant ça, Yulichia tient à se présenter officiellement. Elle leur montre l'emblème de la famille royale et leur dit qu'elle est une aventurière au service de la royauté. Et la jeune femme assise en face d'eux n'est autre que Liselotte, la 3e princesse du royaume. Les 3 sont sous le choc en l'apprenant. Kans pense qu'il devrait se lever pour la saluer correctement, mais Liselotte lui dit que ce n'est pas nécessaire. Elle cache actuellement son identité, et elle leur demande de continuer à la traiter comme une fille ordinaire. Comme Liselotte est la 3e princesse, Sina demande si cela signifie que Kurt est lui aussi de sang royal. Mais Yulichia lui répond qu'il est une personne ordinaire, enfin, peut-être pas si ordinaire que ça, mais il n'a aucun lien avec la royauté. En vérité, Yulichia ne sait toujours pas qui est réellement Kurt. Mais ce qu'elle sait, c'est que toutes ses compétences de combat sont classées rangées, tandis que toutes ses autres compétences sont classées triple S. Les 3 sont sans voix en entendant ça, car des compétences de rang SSS relèvent presque de la légende urbaine. Mais vu ce que Kurt est capable de faire, cela a du sens. Yulichia explique que le niveau réel de Kurt est une information confidentielle, donc personne ne doit en parler. Même Kurt n'est pas au courant de son propre niveau, car Yulichia et Mimiko lui ont menti en lui disant qu'il n'était que rang B. En réalité, le nouveau maître d'atelier,
c'est Kurt. Mais Yulichia n'a aucune intention de lui dire la vérité. Sina se lève, furieuse, et crie sur Yulichia, car elle ne comprend pas pourquoi elle ment à Kurt. Yulichia répond que de toute façon, il ne la croirait sûrement pas si elle lui disait la vérité. Yulichia essaie de se justifier en disant qu'elle veut juste le protéger, parce que si ses compétences venaient à être connues du public, des gens pourraient essayer de l'exploiter. Mais selon Sina, celle qui est en train de l'exploiter, c'est justement Yulichia. Yulichia n'a rien à répondre à ça, alors elle reste silencieuse. Et Sina se tourne vers Kans, car elle ne veut plus rien avoir à faire avec tout ce bazar. Après un moment, Danzo demande un peu plus d'informations. Liselotte leur explique alors que, quelques jours plus tôt, Kurt a brisé une malédiction mortelle qui avait été jetée sur elle, et il l'a fait avec un simple bol de porridge. Quelqu'un en veut actuellement à la vie de Liselotte, c'est pourquoi tout ce plan autour du maître d'atelier a été élaboré à la base. Le but est d'attirer les assassins pour découvrir qui est derrière tout ça. Mais encore une fois, Kurt ne sait rien de tout cela. Il peut sembler égoïste de l'impliquer dans ce plan sans rien lui dire, mais Liselotte et Yulichia tiennent réellement à lui et ne voudraient jamais qu'il lui arrive quelque chose. Liselotte leur demande s'ils accepteraient de garder le secret et de s'allier avec elle pour garantir la sécurité de Kurt. En tant qu'aventurier, Danzo dit qu'ils n'ont aucune obligation d'obéir aux ordres d'une royale, mais Kurt est leur ami, alors ils feront tout pour le protéger. Kans est du même avis, et Liselotte est ravie de voir qu'ils sont à bord. Mais Sina trouve qu'ils en font un peu trop alors qu'ils ne connaissent Kurt que depuis 2 jours. Yulichia comprend ce que ressent Sina, parce que même si elle parle de Kurt comme d'un vieil ami, la vérité est qu'elle l'a littéralement rencontré la semaine dernière, et elle a encore du mal à croire tout ce qu'elle l'a vu faire ces derniers jours. Sina dit qu'elle a besoin d'aller marcher pour clarifier ses pensées avant de prendre une décision. Pendant sa promenade, elle se dirige vers le chantier de Kurt, car elle pense qu'il mérite de connaître la vérité sur sa force. Mais à sa grande surprise, en quelques heures seulement, Kurt a déjà terminé de construire les fondations de l'atelier. Elle lui demande s'il a vraiment fait tout ça tout seul, et Kurt confirme. Pour lui, c'est tout à fait normal, puisque Yulichia lui a dit qu'il était rambé. Mais aucun ouvrier rambé n'aurait pu accomplir ça. La perception de Kurt des rangs est complètement faussée maintenant, surtout que dans son village, construire une douzaine de maisons en une journée était tout à fait banal. Alors de son point de vue, il va même plus lentement qu'il ne le devrait. Sina pense toujours que ce n'est pas juste que Yulichia utilise Kurt pour construire l'atelier, alors elle lui demande s'il est contrarié d'avoir tout ce travail sur les épaules. Pourtant, Kurt lui répond qu'il n'a aucune raison d'être contrarié, car il aime réellement faire ça. Quand il faisait partie du groupe de héros, ils le traitaient toujours d'inutile et l'ont même expulsé. Mais ici, tout le monde reconnaît à quel point il est utile, et c'est tout ce qu'il a toujours voulu. Pendant ce temps, Danzo est sur la place du village, car il doit rencontrer une informatrice importante. Elle l'informe que leur ancien porteur, Bibinoc, était en réalité un espion infiltré dans le but de détruire le groupe de l'intérieur. Il avait apparemment été recruté par un groupe d'aventuriers rivaux jaloux du succès de Danzo. Bandana a déjà retrouvé la trace de Bibinoc et fourni à Danzo des instructions détaillées pour le retrouver. Danzo la paie pour ce travail bien fait, et plus tard dans la soirée, il se rend dans une taverne. À l'une des tables, un type chauve, visiblement louche, rumine dans son coin, déprimé non seulement parce que la serveuse l'a regardé avec dégoût après qu'il ait essayé de la toucher, mais aussi parce que son plan pour tuer l'équipe de Danzo a complètement échoué. Cependant, il a déjà un nouveau plan en tête, car il a appris que l'équipe de Danzo travaille dans un atelier lié à la 3e princesse. S'il s'attaque à cet endroit, il pourrait gagner beaucoup d'argent. C'est alors que Danzo prend la parole et lui demande s'il profite bien de sa dernière boisson. Dès que Bibinoc réalise que c'est Danzo, il panique et s'enfuit. Bibinoc s'élance dans une ruelle, mais il trébuche sur un fil tendu au sol et s'effondre. Danzo s'approche lentement. Au départ, il avait ignoré le comportement étrange de Bibinoc lorsqu'il s'était dit malade pour la mission de la mine, mais maintenant Danzo est certain que tout cela était un piège. Bibinoc essaie de faire semblant de ne rien comprendre, mais c'est bien trop tard. Danzo dégaine son épée et la dirige vers le cou de Bibinoc, mais à la dernière seconde, il décide de l'épargner. Il préfère ne pas se salir les mains pour ça, alors il le prévient, s'il s'approche encore une fois de lui ou de ses amis, il ne sera pas aussi clément la prochaine fois. Danzo s'éloigne ensuite, et depuis un coin de rue, Bandana observe toute la scène. Elle est déçue que Danzo n'ait pas terminé le travail, car elle est certaine que Bibinoc posera encore problème. Elle décide donc qu'elle devra s'en occuper elle-même. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, 2 hommes encapuchonnés apparaissent soudainement et emmènent Bibinoc avec eux. Bandana les reconnaît immédiatement, ce sont des membres de l'escouade fantôme, un groupe qui opère directement sous les ordres de Mimiko. Elle se demande pourquoi un mage de la cour royale se mêlerait d'une affaire pareille. Mais à ce moment-là, elle reçoit une lettre livrée par son corbeau messager. C'est un message de son supérieur, lui ordonnant de ne pas trop s'impliquer, car cette affaire relève de la juridiction de Marlis. Bandana est déçue, mais elle a reçu des ordres clairs, elle ne doit pas interférer dans l'opération de Marlefils. Et puisque sa mission ici est terminée, il est temps pour elle de retourner dans la ville natale de Kurt.
Mais en parlant de Marlefis, les choses ne se présentent pas bien pour elle, elle a été capturée et est actuellement retenue prisonnière dans un cercle magique. De retour en ville, Danzo et Kans se réveillent le lendemain matin, et ils sont totalement stupéfaits en découvrant l'atelier que Kurt a réussi à construire. Il a même eu le temps d'installer des arbres et des haies, et personne ne comprend comment ils ont pu pousser en une seule journée. Mais alors que tout le monde reste bouche bée, Liselotte, elle, est en train de fantasmer sur un futur mariage avec Kurt et une vie paisible ici à ses côtés pour le restant de ses jours. À ce moment-là, Kurt sort les saluer et les invite à entrer. Il leur fait une petite visite des lieux, montrant l'entrée principale, les 2 étages souterrains, et le système de purification d'eau qu'il a conçu grâce à des gemmes magiques. Il a aussi aménagé des chambres pour chacun, ainsi qu'une pièce spéciale pour le maître d'atelier. Mais à propos de ce fameux maître, Yulichia n'a toujours pas dit à Kurt qu'il s'agit de lui. Elle ne veut toujours pas lui révéler la vérité, alors elle invente une excuse en disant que le maître d'atelier est occupé, puis elle tente de changer de sujet en lui demandant où se trouve sa propre chambre. Mais Kurt a une si faible estime de lui-même qu'il pense ne pas mériter de chambre, alors, il avait prévu de dormir à l'air de repos, mais tout le monde refuse catégoriquement cette idée. Ils lui disent d'utiliser la chambre qu'il a conçue pour le maître d'atelier, puisqu'elle est vide pour l'instant. Il leur faudra toutefois 2 heures entières pour le convaincre d'accepter. Yulichia demande à Kurt s'il peut créer une barrière magique autour de la maison pour repousser les malédictions. Mais Kurt n'a jamais essayé de faire une barrière auparavant, donc il n'est pas sûr d'en être capable. Dans ce cas, Yulichia se résigne à utiliser les sorts de protection que Mimiko avait préparés à l'avance. Elle passe donc toute la nuit à les installer autour de la maison. Le dernier seau doit être placé juste devant la chambre de Liselotte. Yulichia s'y rend pour le poser, mais quand Liselotte entend des pas devant sa porte, elle pense que Kurt essaie de se faufiler dans sa chambre. Elle se précipite donc pour l'accueillir à bras ouverts, mais tombe nez à nez avec Yulichia. Elle est vraiment déçue, car elle espérait passer la nuit au lit avec Kurt. Yulichia lui dit d'arrêter d'avoir des idées bizarres et la met en garde, elle ne doit pas profiter de l'innocence de Kurt, car il est tellement désespéré à l'idée d'être utile que s'il lui demandait de lui gratter le dos, il le ferait probablement sans réfléchir. Le lendemain matin, Kurt prépare le petit déjeuner pour tout le monde quand Liselotte arrive, vêtue uniquement d'un tablier. Yulichia lui crie dessus, lui reprochant d'essayer de corrompre Kurt, mais Liselotte répond que ce n'est pas grave, elle porte en réalité des vêtements en dessous. Une fois le repas prêt, tout le monde s'installe pour manger, et ils adorent ce que Kurt a préparé. Mais justement, où est Kurt? Yulichia s'étonne de ne pas le voir à table. Liselotte se rappelle avoir entendu Kurt dire qu'il voulait faire un peu de ménage, car quelqu'un avait dessiné des graffitis sur les murs du manoir. Yulichia comprend tout de suite qu'il parle des sorts de protection qu'elle avait installés. Normalement, on ne peut pas les effacer avec un simple chiffon, mais il s'agit de Kurt, alors elle se précipite pour l'arrêter. Malheureusement, elle arrive trop tard, Kurt a déjà effacé tous les sorts de protection à un, pensant qu'il s'agissait simplement de graffitis ordinaires, car Yulichia ne lui avait jamais parlé de la tentative d'assassinat par malédiction visant Liselotte. Désormais, Liselotte est de nouveau totalement vulnérable aux malédictions. Et Mimiko n'est pas là pour créer de nouveaux sorts de protection. Yulichia ne sait plus quoi faire. Marlefis discute avec le grand évêque Tristan, qui lui annonce qu'elle est excommuniée et désormais considérée comme une ancienne sœur. Le Croc du Dragon Flamboyant, son groupe, a été jugé despotique et déshonorant à plusieurs reprises, et leur chef est même sous le coup d'un mandat d'arrêt. Marlefis tente de se défendre, précisant qu'elle n'a pas commis ses fautes, même si elle admet avoir lancé un éclair dans un restaurant de la capitale pour protester contre la qualité exécrable de la nourriture. Tristan l'interrompt, expliquant que sa réputation ternit celle de l'église de Polan. Marlefis, un peu offensé, rétorque qu'en accomplissant des miracles aux côtés des aventuriers ordinaires, elle a largement contribué à redorer l'image de l'église. Malgré tout, Tristan reconnaît ses talents magiques et lui propose un marché, si elle accomplit une mission simple, il lui pardonnera ses fautes mineures et la nommera prêtresse. Marlefis est stupéfaite, surtout quand Tristan lui offre un verre de vin de l'Empire Gurumaku, ennemi de leur duché, reconnaissant malgré tout la qualité de ce vin. Ravi de ces bonnes nouvelles, Marlefis boit sans hésiter et lui demande de la choisir. Tristan esquisse alors un large sourire et révèle que sa mission consiste à assassiner la 3e princesse du royaume, Liselotte. Choqué, Marlefis n'a pas le temps de réagir, une malédiction, activée par le vin, la terrasse au sol. Tristan lui explique que ce poison spécial empêchera son corps d'absorber toute nourriture autre que de l'eau, la condamnant à mourir de faim dans un mois si elle échoue. Pour survivre, elle devra accomplir sa mission. Marlefis, loyal, affirme qu'elle donnerait sa vie pour lui, ce qui lui vaut les éloges de Tristan. Effondré au centre d'un cercle magique, Marlefis fait face à un seigneur démoniaque. Pendant ce temps, Yulichia observe Liselotte, rassurée qu'aucun signe étrange n'apparaisse après que Kurt a effacé les talismans, tout en se demandant si l'ennemi ne peut pas agir pour une raison inconnue. Elle envisage même que la nourriture de Kurt ait neutralisé les malédictions, mais rejette vite cette idée, la trouvant absurde. Quoi qu'il en soit,
Mimiko et les autres, désormais en ville, ont déployé leur réseau et pourront détecter toute attaque. Liselotte, remarquant une texture différente dans son gâteau, remercie Kurt pour son attention et lui confie qu'elle aimerait encore goûter sa cuisine si jamais elle était maudite à nouveau. Kurt lui annonce alors qu'elle n'a plus à s'en soucier, ce qui surprend tout le monde. Yulichia lui demande comment il peut en être aussi sûr, sachant qu'il avait reconnu son incapacité à ériger une barrière anti-malédiction. Kurt explique que la résidence elle-même fonctionne comme une barrière qui renvoie les malédictions, ce qui empêche la création d'une seconde protection interne. Il précise avoir modifié cette barrière, désormais, elle ne renvoie plus les malédictions, mais fait simplement briller les agresseurs pour éviter tout risque pour les innocents. Au même moment, un mage ennemi et un membre de l'église tentent d'attaquer Liselotte par malédiction, mais leur corps se met instantanément à briller, trahissant leur tentative. Ophélia détecte aussitôt l'attaque grâce au réseau de surveillance. Yulichia, comprenant qu'elle doit prévenir Mimiko et Ophélia, demande la permission de sortir. Kurt lui propose d'en profiter pour faire du shopping, mais, voyant qu'elle n'a pas le cœur à cela, il s'interrompt. Liselotte s'excuse et décline poliment son invitation. Devant les murs de la ville, une brume dense commence à se former. Deux personnes observent la scène, le général Alred et Générique. Alred, inquiet, exprime un mauvais pressentiment, mais Générique le rassure en rappelant que les réparations des murs sont terminées et qu'il les a personnellement supervisées. Alred précise qu'il n'avait pas le choix, compte tenu de l'importance stratégique de la ville et du risque d'infiltration d'espions étrangers. Pendant ce temps, les membres de Fantôme découvrent le cadavre du mage responsable de la tentative de malédiction. Ils expliquent aux filles qu'il était déjà mort à leur arrivée. Mimiko suppose que, ayant échoué, il a été éliminé par ses propres alliés, probablement pour éviter d'être découvert après avoir été repéré par la lumière magique. Ophélia pense que le rebond de la malédiction a été si puissant que même les morts en portent encore la trace, et regrette de ne pas avoir l'aide directe de Kurt, estimant que tout aurait été réglé en une journée. Yulichia lui demande de ne pas insister, elle refuse de mêler Kurt à un danger aussi grand. Mimiko décide de poursuivre l'enquête et ordonne qu'on informe Liselotte de ne pas sortir de l'atelier, tout en assignant des membres de Fantôme à sa protection. Soudain, les cloches d'alarme retentissent, une attaque de monstres est annoncée. Alred découvre alors une armée de squelettes approchant de la ville. L'information parvient rapidement à Mimiko, et Yulichia craint que ces créatures ne visent Liselotte. Alors qu'elle s'apprête à partir vers l'atelier, une membre de Fantôme l'arrête pour l'informer que les squelettes sont absorbés par le mur ouest. Se rappelant que Kurt a réparé les murs nord et ouest, Yulichia comprend. Alred, observant la scène, se demande quel genre de mur peut produire un tel effet. Il devine que c'est l'œuvre du jeune garçon qui avait mené les réparations. Pendant ce temps, Marlefils, affaibli, est au sol. Le démon à ses côtés lui ordonne de tenir encore un peu, car après l'échec de la première vague, il compte en invoquer d'autres en utilisant son énergie magique. Elle est forcée d'être utilisée ainsi, se demandant avec horreur comment un évêque de l'église a pu conclure un pacte avec un démon supérieur pour assassiner une princesse. Le démon explique que les ruines de Pita, autrefois lieu d'invocation démoniaque, offrent un terrain parfait pour ce genre d'opération. Même si Marlefils ne possède pas autant de magie que Tristan le prétendait, son âme suffira à compenser. Marlefils comprend alors qu'il ne s'agissait pas d'un test, mais d'un véritable piège orchestré par l'église. De son côté, Kurt demande à Yulichia comment évolue la situation. Elle lui explique que la ville est attaquée de toutes parts et que les monstres volants empêchent toute communication avec l'extérieur. Elle s'inquiète aussi pour les membres de Sakura, partis chasser les trolls. Selon Fantôme, les monstres viennent des ruines de Pita, situées à l'ouest. Les chevaliers tentent de s'organiser, mais leur nombre est insuffisant. Ils évoquent les événements étranges concernant les squelettes, et Kurt précise qu'au village, les murs purifient automatiquement ces créatures à leur contact. Yulichia comprend que seules les parties des murs réparées par Kurt offrent cette protection, les autres sont vulnérables. Une idée lui vient alors. Elle avertit Kurt et Liselotte de ne pas quitter l'atelier quoi qu'il arrive. Lorsqu'il lui demande où elle va, elle répond qu'elle part nettoyer les ruines de l'ouest. Kurt propose de l'accompagner, mais Yulichia refuse, soulignant que la ville est assiégée. Il accepte à contre-cœur, conscient de son incapacité à se battre. Voyant sa tristesse, Yulichia s'approche et lui murmure de veiller sur Liselotte. Touché par cette confiance, Kurt retrouve le sourire et accepte de rester avec Liselotte, ce qui la réjouit. Pendant ce temps, Yulichia se rend dans sa chambre pour récupérer une boîte contenant des objets spéciaux, prête à agir. Plus tard, Alred termine de discuter des mesures à prendre pour profiter du jour, car les squelettes sont plus affaiblis. Avant leur départ, Yulichia rejoint Mimiko et Ophélia pour saluer Alred, qui la reconnaît immédiatement comme une vieille connaissance. Yulichia lui présente son groupe et l'informe que la troisième princesse, Liselotte, est actuellement en ville. Inquiet, Alred propose d'envoyer des chevaliers pour la protéger, mais Mimiko lui assure que leur unité de renseignement gère déjà sa sécurité. Passant aux choses sérieuses, Yulichia expose son plan, elle souhaite qu'Alred et ses troupes servent d'appât pendant qu'elle détruira la source du problème dans les ruines de l'ouest. Alred trouve l'idée extrêmement dangereuse, même venant d'elle.
Ophélia révèle alors qu'il dispose d'une arme secrète très spéciale. D'abord sceptique en voyant qu'il ne s'agit que d'un cristal magique, Alred finit par accepter après qu'Ophélia lui ait garanti son efficacité, à condition toutefois d'accompagner Ulycia jusqu'aux ruines. Ulycia hésite, consciente du statut d'Alred, mais il décide que le lieutenant général Générique dirigera l'escouade de diversion pendant qu'il l'accompagnera. Générique proteste, trouvant cela trop risqué, mais Alred lui rappelle que la diversion est également cruciale et qu'il est le plus qualifié pour la mener. Alred demande aussi le soutien de Mimiko et Ophélia, qui acceptent volontiers. Tout étant prêt, Alred et Générique trinquent à l'eau pour se motiver avant le début de l'opération. Pendant ce temps, Kurt, resté à l'atelier, n'est pas très heureux d'avoir été écarté. Il se souvient qu'un vieil homme de son village disait qu'en frappant l'acier de toutes ses forces, on peut mieux se comprendre soi-même. Inspiré, il se demande s'il pourrait créer une version miniature du katana de Danzo, connu pour son tranchant exceptionnel. Plongé dans ses pensées, il se met à forger une nouvelle arme dans l'atelier, espérant devenir enfin utile, lui qui n'a cessé d'être renvoyé et de se sentir impuissant. De leur côté, juste avant de partir, Ulycia explique aux autres qu'ils devront absolument fermer les yeux lorsqu'elle activera le cristal magique. Peu après, elle lance le cristal sur un squelette à l'entrée, provoquant une explosion de lumière si puissante que, lorsqu'elle s'éteint, tous les monstres alentours ont disparu, laissant Alred stupéfait. Mimiko comprend alors que le cristal était un artefact de lumière capable de purifier instantanément démons et morts vivants, tandis qu'Ophélia, elle-même surprise, admet ne pas avoir imaginé qu'il serait aussi puissant. Avec la voie libre, Ulycia et Alred s'élancent sans perdre de temps en direction des ruines pour accomplir la phase principale de leur plan. À ce moment-là, Kurt termine de forger son arme, mais constate qu'elle est ratée, perturbée par les doutes qui tourmentent son esprit. D'après ses souvenirs, on lui avait dit que son niveau en forge était de rang B, mais en voyant le résultat, il se demande s'il ne serait pas plutôt de rang C ou D. C'est alors que Liselotte arrive pour le saluer et parler du dîner, mais elle est rapidement captivée par l'épée qu'il tient et lui demande ce que c'est. Kurt explique qu'il vient de la fabriquer, mais qu'en se laissant distraire par ses pensées, il y a accidentellement insufflé de l'énergie magique. Liselotte lui demande si elle peut l'examiner, et lorsqu'il la lui tend, il la prévient, si on la brandit dégainée au-dessus de sa tête, la magie s'activera, donc il faut faire attention. Trouvant l'épée magnifique, Liselotte est touchée quand Kurt lui propose de la lui offrir. Elle le remercie avec émotion, mais Kurt, remarquant que son sourire semble forcé, hésite à faire semblant de ne rien voir. Finalement, il choisit d'être honnête et lui demande la permission de poser une question. Dès qu'elle accepte, il lui demande si quelqu'un veut attenter à sa vie. La question change complètement l'expression de Liselotte, qui finit par lui avouer la vérité. Kurt soupçonnait déjà quelque chose, ayant perçu sa peur depuis un moment. Liselotte confesse qu'elle se sent coupable de causer autant de problèmes à Kurt et Ulycia, mais Kurt la rassure aussitôt en affirmant qu'elle n'est une gêne pour personne. Cependant, elle insiste, à cet instant même, Ulycia et les autres risquent leur vie dans les ruines de l'Ouest, là où se cache probablement celui qui en veut à sa vie. Ces paroles rappellent à Kurt que Ulycia avait parlé de nettoyer les ruines, ce qui lui évoque un souvenir où Golnova avait forcé son blason sur des ruines comme une signature. Cela lui fait comprendre que les ruines sont un lieu parfait pour les vandales, et il en déduit que l'ennemi est Graffiking, le roi des graffitis. Cette révélation l'attriste, et il confie à Liselotte qu'il ne pourra peut-être pas la protéger, même si elle compte beaucoup pour lui. Ces mots rendent Liselotte très heureuse, même si son sourire s'estompe un peu lorsque Kurt ajoute que les autres sont également très importants pour lui. Déterminés à affronter ensemble cette menace, Kurt lui propose d'aller ensemble nettoyer les ruines de l'Ouest. Pendant ce temps, Ulycia ressent un frisson alors qu'elle est encerclée par des monstres aux côtés d'Alred.